Merci. Bonjour à tous. Je suis Jean-Marc Larouche, professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Et je suis accompagné de Romuald Jamet, qui lui est à Paris-Descartes, un doctorant qui va finir cette année et qui a le statut de à terre. Nous allons prendre les minutes qui viennent pour vous présenter une initiative qui a été prise par l'Association internationale des sociologues de langue française, AISLF, une initiative de créer un réseau d'écoles doctorales que nous appelons le REDOC. Un réseau d'écoles doctorales qui a été créé en 2008 par cette association, car cette association est une grande association qui regroupe à peu près 1500 sociologues dans plus de 60 pays dans la francophonie, et une francophonie, disons, élargie. Et cette association est très active par ses 65 groupes de recherche qui couvrent tous les domaines, en quelque sorte, tous les objets possibles en sociologie. Et elle avait le souci de créer des forums pour l'intégration des doctorants et des jeunes chercheurs. Et donc, en 2008, l'équipe de direction de l'AISLF a donc lancé cette initiative et de créer ce réseau. Et ce réseau d'écoles doctorales, le réseau d'écoles doctorales regroupe actuellement une vingtaine d'écoles doctorales, évidemment des pays francophones européens, de France, de Belgique, de Suisse, du Maghreb avec des écoles en Tunisie, au Maroc, en Afrique subsaharienne avec le Cameroun, le Sénégal, République démocratique du Congo et aussi à Brazzaville. Évidemment, du Québec, les universités au Québec et au Canada avec l'Université d'Ottawa. Donc, c'est un réseau qui regroupe une vingtaine d'écoles doctorales. Et le projet central, c'est de faire, c'est-à-dire nous avons créé un dispositif pour nous avons créé un dispositif pour organiser à chaque été une université d'été. Une université d'été dont la formule est de regrouper une cinquantaine de doctorants autour d'un thème spécifique et de 15 à 20 professeurs pour une session qui dure 5 jours. Ce n'est pas un colloque, ce n'est pas un congrès, ce n'est pas non plus une forme de séminaire, et c'est une formule qui permet, bien sûr, ce qui est visé, c'est un échange scientifique autour d'un thème, mais ce qui est visé, et Romuald va vous en parler tantôt, du point de vue des étudiants, c'est de compléter évidemment ce qui se fait dans les formations doctorales particulières à chaque école. Et donc, ce que l'on fait, c'est chaque étudiant vient présenter ses travaux et chaque étudiant a 45 minutes de présentation et de discussion. Donc, c'est plus que parfois les 10 ou 15 minutes accordées. Et il y a énormément de temps d'échange et d'intégration dans diverses activités au cours de cette semaine-là. Donc, ce que je fais dans les quelques minutes pour laisser à Romuald le temps de présenter, du point de vue d'un doctorant, l'apport et la contribution que cela apporte dans son parcours. Je vous présente très rapidement les 6 universités d'été que nous avons tenues. Et la première ligne en haut, bien, vous voyez, c'est les lieux. Et vous voyez que les 5 premières éditions ont eu lieu dans 5 pays différents. Et donc, on a commencé en Suisse, à Montréal, à Mamet en Tunisie, à Marseille, à Bruxelles. En juin dernier, on était à Brest. Et en 2016, nous serons à Marrakech, au Maroc. Et donc, l'idée, c'est les étudiants sont sélectionnés sur dossier et vous avez dans chacune des éditions, il y a eu des thèmes particuliers que je ne
n'expliciterai pas davantage, mais vous voyez une variation dans le nombre des candidatures qui ont été soumises à chacun des dossiers. Et vous voyez entre parenthèses, c'est le nombre des candidatures qui proviennent des écoles doctorales membres du réseau. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une proportion, une proportion d'étudiants qui ne sont pas dans le réseau et qui proposent quand même leur candidature. Éventuellement, ils seront acceptés, mais la priorité est accordée aux étudiants dont les écoles doctorales sont membres du réseau. Et donc, vous voyez qu'il y a un relatif quand même succès après quelques années de dossiers qui varient de 80 à une centaine de candidatures pour en retenir une soixantaine, 50, pour avoir un nombre de participants réels un nombre optimal autour d'une cinquantaine d'étudiants maximum que nous pouvons atteindre. L'autre particularité, c'est l'ouverture aux pays du Sud. Et là, nous avons eu un soutien dans les premières années de l'Agence universitaire de la francophonie pour obtenir des bourses pour que les étudiants du Sud, notamment d'Afrique subsaharienne, aussi évidemment du Maghreb, puissent y participer. Et donc, vous avez une ligne sur les étudiants qui ont été retenus et ceux qui sont venus des pays du Sud. Et vous voyez que dans les premières années, le nombre est plus important parce que l'AUF était plus généreuse. Et maintenant, comme dans tous les domaines, évidemment, les budgets ont rétréci. Et vous voyez, les 2 dernières années, on a réussi à avoir des budgets que pour 5 doctorants pour chacune des éditions. Vous voyez aussi le nombre de professeurs qui varie. Les 2 premières années, 22 professeurs, c'était beaucoup. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a une formule où il y a les ateliers où les étudiants présentent des travaux, mais il y a aussi des plénières où les professeurs présentent aussi des travaux. Et les premières années, on faisait 2 plénières parallèles, 2 conférences parallèles. Et donc, ça multipliait les interventions des profs. Et suite aux premières évaluations, on a compris qu'il valait mieux en faire moins et permettre à tous les étudiants d'entendre les mêmes profs et non pas se diviser en 2 camps, par exemple. Et donc, on a diminué progressivement les interventions des profs pour une qualité, en quelque sorte, d'intervention et un temps beaucoup plus long accordé aux doctorants dans cette formule-là. Donc, c'est une formule et on a commencé avec un projet pilote à Lausanne et on a dit ça marche, on continue, on le fait et donc, progressivement, d'année en année, on améliore un peu le modus operandi de nos opérations. C'est une opération quand même complexe au sens où ça prend un dispositif permanent et actuellement, il est à Montréal avec à l'Université du Québec à Montréal avec une coordination scientifique. J'ai un assistant, un doctorant qui fait à peu près 250 à 300 heures de travail par année pour recevoir les candidatures, préparer les dossiers et nous avons un site Internet qui permet aux écoles doctorales de diffuser de l'information, des appels à candidature, etc., les annonces de colloques. Et donc, un dispositif permanent et à chaque année, il y a un comité local dans l'université qui reçoit l'université d'été qui, lui, est chargé de l'organisation logistique, mais également chargé au plan scientifique de sélectionner les professeurs, les chercheurs qui vont venir sur le thème. Et donc, c'est une organisation bicéphale, une grande collaboration entre un comité local et un dispositif plus permanent qui permet à ces universités d'été de tenir le coup. Alors, et évidemment, le succès tient à l'engagement des comités locaux, à l'engagement des écoles doctorales locales qui acceptent d'organiser une session et donc d'ouvrir et d'accueillir des représentants. À chaque session, il y a à peu près une quinzaine de pays qui sont représentés avec les professeurs et les étudiants. Et donc, c'est une expérience assez enrichissante dont Romuald maintenant va vous parler du point de vue des étudiants. Période de questions pour revenir sur des aspects liés à l'organisation ou à d'autres éléments que j'ai esquivés pour lui permettre de poursuivre. Merci. Merci, Jean-Marc. Moi, je vais vous parler un petit peu.
qui s'est tenu à Lausanne. Et en fait, j'aimerais revenir sur un point assez particulier, c'est-à-dire les expériences au bout de 6 ans de 300 à peu près doctorants qui ont pu passer au sein de ces universités d'été. Donc déjà, juste pour commencer, il y a un point qui peut paraître paradoxal quant à l'existence du REDOC, c'est-à-dire que tous les doctorants sont amenés, a priori, à finaliser leur thèse dans un temps de plus en plus raccourci, à faire des thèses sur des modèles différents de ceux qui étaient annoncés, et donc à faire des thèses extrêmement spécialisées et pointues. Or, le REDOC est une université transdisciplinaire, avec des thématiques relativement larges, comme vous pouvez le voir, et surtout une multitude d'approches au sein même des disciplines représentées et intéressées par ces thématiques. La question principale, en fait, qu'on s'est posée avec différents collègues, c'est de savoir pourquoi les doctorants pouvaient être intéressés à participer à ce genre d'université d'été relativement large. Il semble en fait que, donc j'annonce les résultats dès l'introduction, mais que la plus-value du REDOC, elle tient non pas à la capacité à obtenir une formation scientifique particulière, elle tient plus en fait au développement d'un savoir-être des futurs chercheurs qui intégreront potentiellement par la suite le monde de la recherche. Donc j'aimerais me focaliser sur 2 points quant à ce que j'aimerais présenter, à savoir d'une part un retour sur les expériences de ces doctorants, pas de tous mais d'une certaine partie, et ensuite je vais vous parler d'une initiative qui a émergé de ces mêmes doctorants, qui s'appelle le GT18, donc le groupe de travail Être et devenir sociologue, qui est au sein de la ISLF dont on a parlé, et qui s'intéresse directement à la professionnalisation des jeunes chercheurs en SHS. Le titre est peut-être mal choisi sur le sociologue, mais on s'intéresse bien évidemment aussi aux sciences de l'éducation, à la linguistique et à d'autres disciplines. Donc, pour revenir sur la première partie, donc sur les expériences des doctorants lors de ces universités, je tiens à rappeler déjà que l'objectif du REDOC est donc d'amener une cinquantaine, soixantaine de doctorants issus de plusieurs pays différents, francophones, la majeure partie des intervenants le sont, et ceci a 2 conséquences fondamentales pour mon propos, à savoir que d'une part, il y a peu de chances de se retrouver avec des personnes que l'on connaît déjà auparavant, et d'autre part, il faut s'impliquer dans une collaboration avec 50, 70 autres personnes qui ont des critères quant au monde de la recherche qui sont différents. Autrement dit, il y a un cadrage international, tout le monde sait qu'il faut communiquer en 25 minutes avec 20 minutes de réponse, et donc un format assez classique. Ceci dit, chacun des doctorants vient avec les règles qui sont propres à son pays d'origine. Et à cet égard, je pense que effectivement, il y a des convergences qui ont lieu, mais ce n'est pas encore totalement réalisé. Parce que, de toute façon, que l'on vienne de France, de Madagascar, dont on n'a pas parlé, ou de Roumanie, par exemple, cette semaine, elle est totalement différente, mais aussi lorsqu'on vient en tout début de thèse, ou en fin de thèse, où on a une instrumentalisation ou un intérêt différent pour ces universités d'été. Donc, je ne vais pas vous parler des 300 expériences de doctorants, mais plus des liens sociaux particuliers, ou de la forme des liens sociaux particuliers qui ont pu se développer durant ces universités d'été. Donc, bien évidemment, c'est premièrement une activité intellectuelle intensive autour d'une thématique particulière, et les étudiants ont été recrutés quant à cette thématique. Ceci dit, le plus important est que les doctorants puissent, au contact de leurs collègues, que ce soit les formateurs, les encadrants ou les autres doctorants, apprendre les règles de fonctionnement implicites et explicites qui existent dans les autres pays. Pourquoi ? Parce que l'injonction à l'internationalisation des doctorants va de soi à l'heure actuelle, et on n'est pas ou peu au courant des règles implicites sur le recrutement ou la formation au sein des différents pays. Donc, cette rencontre, elle permet déjà une première professionnalisation, à savoir apprendre quelques règles, au moins par le biais de collègues. Il y a aussi une autre forme de spécialisation qui est en train d'apparaître dans la majeure partie des écoles doctorales, à savoir les ateliers doctoraux autour de les rédactions d'articles ou comment écrire sa thèse, dans quel temps, imparti, et ainsi de suite. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'il ne me reste que 1 ou 2 minutes.
Donc juste pour dire que on a essayé de créer des réseaux à l'époque, à la suite de Lausanne, à la suite de Montréal, et ça a mal marché. Pourquoi? Parce que ça reposait uniquement sur des personnes, sur des personnalités qui étaient engagées. Et donc ce genre d'organisation horizontale et libre, ça peut fonctionner un certain temps, mais on a tous des objectifs différents en tant que doctorants, à savoir finir nos thèses et aller plus tard dans le monde du travail. Donc, quoi qu'il en soit, les réseaux assez informels qui avaient été créés à l'époque, qui s'appelaient notamment le réseau DOC, n'ont pas marché, et ça découle donc justement sur la seconde chose dont je voulais parler, à savoir le fameux GT18. En fait, donc tous les 4 ans, il y a un congrès de l'ISLF, et à Rabat, en 2012, lors du dernier congrès, le bureau de l'ISLF a mandaté quelques étudiants dont je fais partie pour créer un groupe de travail des jeunes chercheurs au sein de l'ISLF. On veut typiquement justement ne pas faire la différence entre doctorants et jeunes chercheurs, parce que les doctorants c'est juste un temps de vie particulier qui est voué à s'arrêter quoi qu'il en soit. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec ce GT18, c'est pas de monter un observatoire ou un syndicat de SHS, c'est pas de monter un quelconque rapport de force avec les encadrants, mais au contraire d'intégrer les encadrants, d'intégrer les doctorants, d'intégrer les jeunes chercheurs pour définir quelles vont être les règles de pratique et d'éthique de nos futurs travaux en tant que potentiellement chercheurs. Et donc, à cet égard, je vais terminer là-dessus, on a monté deux événements qui vont arriver très vite, à savoir, dans un premier temps, en mars, nous organisons aussi du coup un colloque sur la formation doctorale en SHS dans la francophonie, où là nous invitons d'une part les doctorants, les jeunes docteurs, mais aussi les responsables d'associations de professionnels, mais aussi des représentants dans les différentes organisations politiques, ainsi que les directeurs d'écoles doctorales et les personnes qui sont en charge de la formation. Donc le but de ce colloque est de faire une première base d'information sur la francophonie, à la visée, certes, des doctorants, mais aussi des formateurs. Et enfin, et je terminerai là-dessus, on va faire une table ronde durant le congrès qui aura lieu en 2016 à Montréal, dont Jean-Marc est l'organisateur. Et donc, nous allons essayer de mettre en place, enfin, nous avons déjà organisé un rapport, une discussion entre des chercheurs chevronnés et des jeunes chercheurs, afin de définir quelle peut être la place des doctorants ou comment les doctorants peuvent exister dans un monde de la recherche qui est de plus en plus internationalisé et qui n'est pas égalitaire pour tout le monde quant à son accès. Voilà, je vais conclure ici, je laisserai les conclusions pour plus tard, juste pour dire en fait que les universités d'État en fait sont des passerelles vers la professionnalisation, non pas pour un savoir scientifique particulier, mais vraiment pour comprendre les règles implicites et explicites de fonctionnement du monde de la recherche à l'international, et ce, juste avec déjà 50-60 personnes, sans avoir à nécessairement faire un doctorat dessus pour comprendre ces règles de fonctionnement. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long.